On est bon? Allez, on attaque. Écoutez, bonjour à tous, ravi de vous accueillir au Salon Innopolis pour aborder une question qu'on a voulu un peu plus, comment dire, presque humaine dans la façon d'être formulée. Dites-moi comment vous vous déplacez, je vous dirai dans quelle vie vous vivez. C'était une manière d'approcher la ville, non pas seulement du point de vue de la Smart City et du modèle ou du projet tel qu'on peut le penser d'un point de vue politique et organisationnel, mais peut-être en disant vivre sa ville, habiter le monde. Je suis philosophe, donc c'est des notions qui nous interpellent beaucoup. Et comment les usagers, les citoyens, appréhendent la mobilité au cœur de leur ville. Alors pour répondre à cette belle question, nous avons donc Nicolas Authière, qui est directeur du département composants et systèmes à l'université Gustave Eiffel et qui dirige un projet route 5e génération depuis une dizaine d'années, donc vous nous en parlerez après. Et puis en deuxième, il fallait bien évidemment qu'on ait un représentant de la ville, du politique. Et je suis très heureuse d'accueillir M. Béliard, adjoint au transport et à la mobilité à Paris, et qui va nous parler de la mixité et de la mobilité. Donc c'est effectivement deux choses qui nous interpellent. Alors, comme la ville, c'est souvent les élus qui la colorent avec un programme bien sûr basé sur le choix des citoyens. Nous votons, donc nous sommes ceux qui choisissons nos élus. J'aimerais vous poser la question, pour Paris, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait dire, tiens, il se passe telle ou telle chose à Paris et c'est forcément Paris et pas une autre ville, parce que justement, ça nous renvoie à une typologie particulière. Quelle spécificité Paris propose par rapport aux autres villes, d'après vous, parce que c'est quand même la capitale? Pardon, je ne sais pas si ça marche. Et là, ça marche. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Question très intéressante parce que Paris est à la fois une ville qui est percutée et traversée par des changements que toutes les grandes métropoles connaissent, et notamment dans la manière de se déplacer, puisque c'est le sujet, mais pas que. En fait, nous sommes confrontés à toutes les grandes métropoles des pays dits riches, pays riches d'ailleurs, et ce que nous connaissons ou ce que vous connaissez si vous habitez ou si vous visitez Paris, ça se déroule dans des proportions plus ou moins grandes dans d'autres métropoles. Avec peut-être, je rajouterais peut-être quelques spécificités puisque c'est important. D'abord, une des premières spécificités, c'est que nous avons à Paris sans doute le réseau de transport en commun le plus dense du monde. C'est un élément qui est souvent oublié, d'ailleurs souvent oublié dans les éditoriaux ou le débat politique, qui, à chaque fois que nous cherchons, je vais y revenir, à sortir du tout voiture, nous explique qu'il faut d'abord des alternatives. Mais les alternatives, en fait, à Paris, elles existent depuis déjà presque un siècle. En vrai, nous avons un réseau de métro qui est extrêmement dense. Vous faites 500 mètres, vous avez une station de métro. Donc c'est une grande spécificité. Il n'y a pas du tout l'équivalent dans des métropoles, par exemple, ne serait-ce que Londres ou même Berlin. C'est une spécificité parisienne. Vous avez un réseau de bus, 1000 lignes de bus sur la métropole du Grand Paris. Donc c'est quand même assez significatif. Et donc, du coup, vous avez déjà une ville qui est extrêmement marquée dans son centre, en tout cas, puisque Paris, c'est le centre de la métropole du Grand Paris, eh bien, par cette première singularité. Puis la deuxième, peut-être, c'est aussi en termes de, disons, morphologie. Nous avons une ville qui est une toute petite ville. C'est une métropole. Alors bien sûr, il faut considérer l'axe métropolitain, j'y reviendrai sans doute, mais 7 millions d'habitants. Mais la ville, Paris en elle-même, telle qu'elle s'est construite, c'est 2,2 millions. C'est construit dans cette ceinture qui est aujourd'hui le périphérique, qui est une ceinture très traditionnelle, qui fait que la ville fait 10 km sur 10 km, avec des avantages, problème par exemple d'accès à la nature, forte densité de sa population, rareté de son espace public, mais aussi un petit avantage, c'est que c'est une ville globalement plate, si ce n'est la butte de Belleville et celle de Montmartre, qui permet par exemple facilement d'utiliser son vélo. Et ça, c'est effectivement un des éléments importants, c'est que nous avons une petite ville, et sachant qu'une grande partie, écrasante majorité des déplacements qui se font en ville à Paris font moins de 5 km, c'était évidemment une ville qui est parfaitement adaptée à des mobilités douces et actives, et notamment au vélo.
Voilà peut-être deux singularités que je donnerais et que je verserais un peu à nos débats, peut-être en préambule, pour dire à quel point en fait cette ville est évidemment traversée par les mêmes enjeux que les autres, mais dispose, disons, de singularités qui peuvent accélérer ce que moi j'appelle la révolution urbaine et la révolution des mobilités. Tout à fait. Puis on peut ajouter que les grands enjeux de la Smart City et donc de la ville de Paris nécessairement, c'est la surpopulation, en tout cas cette concentration prévue ou annoncée des populations qui vont converger vers les villes. Et puis, bien entendu, les fluidités des mobilités associées, bien entendu, à la question de la pollution, de l'environnement, dont tout le monde aujourd'hui s'interroge et s'inquiète parce que véritablement, c'est un enjeu colossal. Faire du vélo dans une ville polluée, c'est un peu embarrassant. Et donc, on a envie d'être dans un espace, on va dire, serein, sain, dans lequel on peut se déplacer à vélo en étant, comment dire, quand même bien préservé. Alors oui, d'ailleurs, je rebondis juste, c'est faire du vélo dans une ville polluée, c'est compliqué, mais ne pas faire de vélo dans une ville face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous savez, l'enjeu d'une ville comme Paris, qui est d'ailleurs une ville comme toutes les métropoles, elle est évidemment liée et percutée par les enjeux climatiques et puis par les enjeux de santé publique, pollution, bruit. Et la question qui se pose collectivement, c'est pas juste des aménagements à la marge, c'est de savoir si oui ou non nous pourrons continuer à vivre dans cette ville dans 10 ou 15 ans, lorsque nous aurons des pics de canicule, pardon, parce qu'elles sont liées à des pics de pollution souvent à l'ozone, et bien des pics de canicule, des pics de chaleur qui, nous le savons, vont se multiplier et s'amplifier avec des pics à 42, 43, peut-être 45. Ça veut dire quoi dans une ville comme Paris? Ça veut dire que c'est juste pas vivable. Et ce qu'on va arriver, on parlait un petit peu tout à l'heure de dystopie, ce qui va se passer, c'est que si nous ne faisons rien, notamment en termes de mobilité, c'est que les plus riches d'entre nous pourront partir pendant 3-4 mois, et c'est déjà ce qui se passe de cette ville qui sera devenue un four. Celles et ceux qui sont les plus pauvres seront assignés à cette urbanité dévastatrice et absolument invivable, et que nous aurons une ville qui progressivement, je caricature, mais je tisse un petit peu le récit, mais quand même, c'est une option, c'est une hypothèse, c'est quelque chose qui n'est pas une vue de l'esprit. C'est ce à quoi nous sommes véritablement confrontés, c'est-à-dire une ville qui sera dépeuplée et avec des tensions exacerbées. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est que nous avons pris en compte la question de la réalité du dérèglement climatique et qu'est-ce que ça veut dire pour une ville, notamment avec des pics de chaleur. Et qu'au lieu de subir ces dérèglements climatiques, nous cherchons au maximum à garder le contrôle de notre destin commun. Et pour ça, il nous faut changer. Il nous faut changer dans une ville certes très patrimoniale, qui du coup incite plutôt à une forme de contemplation, parce que nous souhaitons préserver, tout le monde souhaite préserver Paris dans sa cartographie et dans son côté carte postale. Mais en vérité, nous le savons, il nous faut changer. Et nous préférons maîtriser ce changement. Et pour maîtriser ce changement, nous passons par le développement massif de mobilité douce et active, c'est-à-dire de vélo, le développement massif et le soutien massif au transport en commun, et le développement du piéton, de la marche à pied, comme un des éléments de la politique publique de mobilité que nous sommes en train de mener. Et oui, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut se faire à l'idée que nous ne pourrons plus utiliser la voiture individuelle telle que nous l'utilisions dans des villes comme Paris il y a 10 ans, et que oui, il nous faut du coup changer Paris, et notamment son espace public. C'est ce que nous sommes en train de réaliser, avec par exemple des rues aux écoles qui sont des rues piétonnières dans lesquelles nous débitumons pour aller chercher de la nature, pour planter des arbres ou des strates herbacées basses. Et oui, nous réduisons la place de la voiture de manière drastique, et peut-être que l'histoire nous dira que nous ne l'avons pas fait suffisamment fort pour y mettre plus de place pour les piétons et plus de place pour les vélos. C'est ça notre révolution, c'est ça notre enjeu, c'est de changer le mix de transport et de mobilité. Et ça, en fait, on n'a pas le choix. C'est gauche, droite, écolo, c'est tout pareil. Personne ne reviendra sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
Exactement, très intéressant et surtout, je retiens la nécessité de penser la mobilité inclusive aussi, parce que bien évidemment, il faudra que tout le monde puisse être mobile, y compris les flux de touristes, parce que Paris est une ville avec ses habitants, mais il y a aussi un flux de touristes qui sont là et il y a une régulation des flux liés à cela. Et puis, il y a aussi les personnes à mobilité réduite, dont on ne parle pas souvent et qu'il est intéressant d'associer à ces programmes de mobilité parce que la ville inclusive ne peut pas se faire en oubliant les personnes accidentées de la vie ou autres. Et c'est intéressant de les intégrer. Je reviendrai à ce que vous nous avez dit de très intéressant par la suite. Alors tout ça, c'est passionnant et je pense que ça donne de la matière aux universitaires. Je suis universitaire moi-même. On sait très bien que le monde académique est là aussi pour éclairer et pour aider nos élus à penser la transformation ou en tout cas à proposer des pistes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité va vite et la science parfois est lente dans sa manière de poser les concepts. Mais en même temps, tout s'accélère en ce moment. On a l'impression pour tout le monde parce qu'il y a des enjeux cruciaux. Vous, ça fait 10 ans que vous vous intéressez déjà à la route et à la façon dont on entre dans ces grands enjeux. Mais ça se précipite peut-être maintenant avec des enjeux plus ciblés peut-être et puis des urgences. J'espère que ça marche. Je ne suis pas sûr. Appuyez sur le bouton. C'est bon? Ouais. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour la question. Alors, ça fait plus longtemps qu'on s'intéresse à la question de la route que 10 ans. Grosso modo, l'université Gustave Eiffel a une composante ville de Paris dans notre tutelle, mais on est aussi l'héritier d'organismes plus anciens comme les ponts et chaussées. Donc, on est héritier de Louis XIV, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc la route, dans sa composante historique et militaire, on voit encore la guerre en Ukraine, l'importance des réseaux de transport dans une logique plutôt géostratégique. La question, depuis 10 ans, à quoi on s'intéresse justement dans cette optique d'adaptation au changement climatique et d'adaptation au changement climatique, c'est de se dire qu'on hérite d'un patrimoine d'1 million de kilomètres de route. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et sur la métropole du Grand Paris, notamment, on a un réseau magistral autoroutier, donc donc de routes de quatrième génération, au sens route pour automobile. Et donc, si on revient avant, la 3e génération, c'est le pitch. Si je ne le fais pas, on va me dire que je ne l'ai pas fait. Donc, 3e génération, c'était la route lisse, c'était la route pour le vélo, grosso modo. Et puis, la route de 2e génération, c'était la route romaine, la route pavée. Pour les postes, les militaires, on revient à cette dimension stratégique. Et la route de 1re génération, c'était le chemin pédestre ou le chemin muletier. Et donc, la question, c'est... qu'on se pose dans ce projet de route 5e génération, c'est de se dire, dites-moi comment on va se déplacer demain pour que je puisse anticiper l'adaptation de ces réseaux routiers aux nouvelles formes de mobilité. Voilà. Et donc là, la question est un peu ouverte. Et donc, on travaille du coup sur toutes les formes de mobilité. On va travailler, si je reprends les formes de transport évoquées par M. Béliard, donc on va travailler sur les transports en commun. Donc par exemple, je vais illustrer ce qu'on fait, mon département fait. On a participé à la mise au point de la ligne B, par exemple, avec Siemens, du métro de Rennes, qui a été inauguré hier. Donc on a travaillé, c'est un métro sur pneus sur chaussée béton. On a travaillé sur le fait de garantir la sécurité en cas de gel de ces chaussées béton. Donc mon département est le homologue ou certifie tous les métros automatisés du monde, le Val et Siemens. C'est nous qui les homologuons. Si on parle de vélo, on travaille sur la mise au point des pistes cyclables de demain. Là, on utilise la réalité virtuelle, on a des simulateurs de vélo. On travaille sur parce que les vélos sont finalement aujourd'hui encore pas assez nombreux dans l'espace public. Ils ont des accidents. Et donc, on travaille sur les aides à la conduite pour le vélo. On travaille sur les matériaux pour qu'ils soient mieux détectés par les véhicules. Voilà.
Le vélo, on pourra y revenir, mais beaucoup de sujets. On travaille sur l'éclairage public, on travaille sur les marquages phosphorescents pour éclairer les pistes cyclables, pour faciliter, sans pour autant nuire à la biodiversité, en éclairant de manière parcimonieuse les pistes cyclables. Si on parle à pied, on travaille, on a des simulateurs de réalité virtuelle pour faire de la rééducation des personnes âgées à la traversée de rue. Voilà, on fait ça à Satori, sur le plateau de Satori à Versailles. Mais derrière, il y a la question de la mobilité routière. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? C'est des questions auxquelles qu'on essaie d'adresser. C'est quel niveau d'adaptation des infrastructures ou non pour les nouvelles mobilités autonomes et connectées. Voilà, autonomes, oui, bien sûr. Voilà, des questions toutes bêtes, mais qu'on ne sait pas résoudre, par exemple, sur les lignes blanches, niveau d'entretien des lignes blanches pour un véhicule autonome. Est-ce que oui ou non on doit l'entretenir plus ou moins? C'est des questions. On peut être très pragmatique. Très pragmatique. Je voulais vous demander, donc vous étiez sur l'autoroute, vous avez bien défini, c'était la 4e génération. Là, on est sur la 5e. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une dématérialisation même de la route et qu'on va rentrer avec l'IA et toute la modélisation qui nous aide à simuler le futur, en fait, et à l'imaginer? Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'ère de la 5e route, par la route numérique, ou en tout cas digitale, qui prend une dimension autre, finalement? Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que à l'échelle d'un bassin de mobilité, dire que ce qu'on peut simuler, ce qu'on voit, c'est que les gens, on encourage la multimodalité, la complémentarité des modes. Et donc, quelque part, il y a cette couche digitale, cette couche multimodale, qui est quelque part une couche facilitante pour permettre aux gens d'accomplir des trajets multimodaux. Donc ça, c'est une composante importante de ce qu'on appelait la route de 5e génération, qui va être indépendant des modes. C'est-à-dire qu'on peut avoir le mode vélo, le mode véhicule en autopartage, le mode autocar, mais ils vont avoir des particularités physiques, mais des points communs au terme digital, et aussi un autre point commun qui est l'énergie. C'est que dans la route de 4e génération, l'autoroute, c'était l'autoroute. Alors si on va un tout petit peu plus loin, c'est la route pour automobile thermique. Et donc il n'y avait pas les externalités négatives aux véhicules thermiques n'étaient pas prises en compte dans la conception de l'autoroute. Donc quand on commence à se dire que l'infrastructure doit internaliser les externalités du moteur thermique, ou grosso modo ne plus utiliser de véhicules thermiques, eh bien il faut se dire comment je peux y contribuer. Et donc on travaille par exemple sur la recharge sans contact ou avec contact. On recharge des véhicules électriques pour minimiser la taille des batteries, par exemple, y compris pour les poids lourds, le transport de marchandises à longue distance. Alors je suppose que tout ça vous inspire parce que quelque part, si on y réfléchit, on est en train de proposer une autre scénarisation de la mobilité. Parce que je pense que vous avez parlé du vélo, mais je pense que vous êtes très soucieux aussi de cette combinatoire dans 10, 15 ans, voire même 20 ans, de véhicules auxquels on ne s'attend peut-être pas ou auxquels on ne pense pas aujourd'hui. C'est-à-dire des véhicules autonomes couplés avec des véhicules avec des gens qui conduisent, on va le dire comme ça, des gens qui sont à pied, des gens à vélo, des gens à trottinette. Il risque d'y avoir aussi des véhicules qui vont flotter sur la Seine. Il risque d'y avoir des véhicules aussi dans l'air. On pense aussi à des drones. Alors comment vous scénarisez tout ça? Comment vous l'imaginez dans un grand plan, un vaste plan politique de l'organisation des mobilités au cœur de la ville de Paris? C'est un vrai sujet. D'abord, la question des mobilités, elle s'est profondément complexifiée. Puisque nous avons, au-delà des aspects technologiques, pour une chose très simple, c'est qu'il y a, on parlait de, en gros, métro, boulot, dodo, métro, voiture, boulot, dodo. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, les questions d'intermodalité, lorsque vous habitez à 30 km de Paris, vous prenez votre voiture, vous allez à la station, à la gare de RER, vous prenez votre RER, vous arrivez, par exemple, à Gare du Nord. À Gare du Nord, il vous faudrait une proposition de SaaS sécurisé pour le vélo, parce que vous prenez votre vélo et vous terminez votre parcours jusqu'à votre entreprise en vélo.
Et ensuite, vous avez peut-être une marche à pied de 2 minutes pour aller jusqu'à votre entreprise. Et nous devons être en capacité de proposer ça dans finalement des parcours qui sont des parcours extrêmement complexifiés. Donc c'est ça que nous cherchons à réaliser, c'est ça que nous cherchons à faire. La dimension technologique est évidemment extrêmement présente. On a des dimensions, la voiture, pour être très clair, hein, mais peut-être parce que je suis un peu loin de ça, mais la voiture autonome, j'ai encore du mal à voir comment elle peut se déployer de manière massive et industrielle, enfin en tout cas massive, aujourd'hui, dans une ville par exemple comme Paris, où quand même vous avez multifactoriel à prendre en compte pour pouvoir faire rouler un véhicule qui est parfaitement autonome. Mais en tout cas, une des clés, c'est l'intermodalité. C'est-à-dire, en gros, une des clés, c'est comment on gère la complexité. Ce que je viens de vous dire a l'air très simple, et c'est pourtant extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que vous avez la voiture, donc du coup, c'est la voirie plus classique, la 4e génération, peut-être bientôt la 5e avec l'électrique. Ensuite, le RER, c'est Île-de-France Mobilité. Ensuite, la gare, c'est la SNCF. L'emprise gare, c'est la SNCF. Et ensuite, pour faire le vélo, c'est nous, c'est la ville. Donc, et puis peut-être que le cheminement piéton, si vous travaillez dans une grosse boîte, c'est privé. C'est-à-dire l'espace public est privé. Vous voyez déjà tous les acteurs qu'il faut mettre autour de la table. Il faut travailler sur la connectique des billets pour pouvoir, l'idéal, ce serait de pouvoir tout acheter sur son smartphone ou à une borne. Et tout ça, en fait, ce sont des enjeux phénoménaux en termes à la fois de gouvernance. Ça impose quand même une gouvernance nouvelle. Et puis, en termes aussi technologiques, même si technologique, je ne crois pas que ça soit la plus grosse difficulté. Et enfin, peut-être une micro-réaction par rapport à ce que vous disiez. Je trouvais ça très intéressant, la question notamment sur les routes. Et d'autant plus que nous évoquions hier, j'évoquais hier avec certains de mes homologues justement la question de la route et du maillage autoroutier qu'il y a autour de Paris, qui arrive à Paris. Et effectivement, la question, c'est son devenir. C'est son devenir. Les infrastructures, nous les avons. Aujourd'hui, il n'est quasiment plus posé de questions sur le développement de nouvelles infrastructures autoroutières en Île-de-France, ou vraiment peut-être à la marge. Je ne l'ai pas en tête là, mais par contre, le devenir de l'infrastructure, elle est posée. Parce que même s'il y a des débats politiques, celui qui est le plus connu, c'est le devenir du périphérique. Qu'est-ce que nous faisons du périphérique, qui est une infrastructure autoroutière en plein cœur urbain, et qui aujourd'hui est une 2x2 ou une 2x3 voies, et qui demain pourrait être quelque chose d'autre. Un boulevard urbain, et le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une voie dédiée aux véhicules dits partagés, enfin aux véhicules où on est plusieurs dedans, parce que l'autosolisme, c'est le sujet, en vérité, qui augmente d'ailleurs, j'ai vu, en Ile-de-France, plus 9,4% en termes d'usage. Donc en fait, nous avons vraiment posé là, aujourd'hui, le devenir. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir une approche un peu plus prospectiviste, et je vous remercie de la poser dans ce débat. Alors, je pense que c'est intéressant à ce niveau de nos échanges d'aborder un deuxième volet peut-être qui n'est pas évident dans la question d'un point de vue immédiat. Mais dans toute cette scénarisation, il faut aussi intégrer, me semble-t-il, toute la logistique 4.0 parce que les transports, on sait très bien que quelqu'un peut aller de son lieu, de son domicile à son lieu de travail, par exemple en utilisant des transports en commun ou son vélo. Mais il faut quand même qu'on approvisionne tout un ensemble de commerces en centre-ville, les alimentations, tout ce qui est aussi du domaine de la santé, les pharmacies et autres. Donc je pense que ça fait partie des réflexions de l'Université Gustave Eiffel et de votre département. Oui, alors je vais sortir de la ville un petit moment. On a vu pendant la première vague, le premier confinement, l'importance de la route, ou de l'autoroute au sens approvisionnement, de nourrir la ville. Et donc l'importance, finalement, qui était un peu l'importance des transporteurs routiers. Et donc on a un gros problème. Je vais illustrer, je vais faire un focus sur sa transformation. Et aujourd'hui, on ne sait pas, on ne sait pas décarboner le transport routier de marchandises.
Soit, donc l'option, c'est le ferroutage, celui le plus simple, mais c'est en même temps le plus compliqué, parce qu'on va résoudre quelques pourcents, mais on ne va pas du tout atteindre la massification nécessaire. Et dans ce cas-là, l'obstacle principal, ce sont les villes, puisque ce sont les nœuds ferroviaires qui bloquent, et donc la Commission européenne travaille sur ce sujet pour des horizons 2040, mais c'est déjà trop tard. C'est loin, quelque oui. part. C'est loin. Et donc, on travaille sur quoi? À court terme, on travaille sur le fait de pouvoir électrifier en roulant les poids lourds. Et donc, à l'horizon possible de déblocage des nœuds ferroviaires, notamment lyonnais ou parisiens, à l'horizon 2040, la solution qu'on est en train de pousser, à laquelle on appuie les pouvoirs publics, ça permettrait à cet horizon déjà un potentiel de décarbonation de 86% du CO2 du transport de marchandises. Oui, ce qui est colossal, c'est important. Mais n'empêche que plein de problèmes politiques sur lesquels je n'adresserai pas, mais c'est l'avenir des concessions autoroutières, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y a peut-être une refonte aussi, parce qu'on part sur du low-tech, pas forcément du high-tech, parce qu'on peut aussi prendre des véhicules qui sont très lents, qui déplaceraient des marchandises pendant la nuit, pendant que les gens dorment, à des horaires bien spécifiques. On peut envisager aussi, parce qu'on parle souvent du dernier kilomètre, mais moi, en tant que philosophe, je m'interroge beaucoup sur le premier, parce que je pense que le conditionnement de la marchandise fait que peut-être à l'arrivée, on peut placer des espèces de carrioles sur des vélos cargo et qui font un parcours interne à un cœur de ville ou à un circuit où on collecte comme ça, où on récupère des éléments. Le premier et dernier kilomètre, le problème, c'est la rupture de charge. Oui. Toutes les innovations technologiques ont toutes, je vais employer un mot vulgaire, mais toutes foirées. Enfin, on n'a pas de solution miracle parce que finalement, c'est très très compliqué. Moi, je pose la question, c'est la massification qui est la plus efficace. Et en termes de low-tech, alors on a un grand débat. Je vais juste illustrer ce qui serait low-tech en fait pour la massification du transport de marchandises, ou le plus résilient, on va dire. Ça pourrait être, par exemple, on parle beaucoup de l'hydrogène pour aller décarboner le transport de marchandises. Les calculs que l'on a faits l'an dernier montrent qu'il faudrait multiplier par 3 la production d'énergie électrique pour massifier. Voilà. Donc ça voudrait dire, multiplier par 3 la production d'énergie électrique en France, rien pour le transport de marchandises. Pourquoi? Parce que l'hydrogène vert, c'est un rendement pas meilleur que le véhicule thermique. Voilà, donc c'est 30%. Le véhicule électrique, c'est 90-95% de rendement. Donc, fois 3, voilà, ça. Donc 3 fois plus. Voilà. Et donc là, les gens commencent à réaliser qu'il y a un problème à 2030 pour aller décarboner les marchandises. Et donc, voilà, l'État nous soutient au sens où ils ont ouvert des appels à projets, à expérimentation sur ce sujet pour conduire un choix européen sur cette question. Et vous avez l'OCDE, le FIT, qui n'est pas loin d'ici, l'OCDE dans Paris 16, qui vient de publier un rapport là-dessus qui encourage les expérimentations, parce que là, on a un vrai sujet. Oui. Parce que si on veut que les gens se déplacent moins, leurs besoins de nourriture, leurs besoins au quotidien ne va pas... Voilà. Ou alors, la dystopie, faut accepter de ne plus être livré en 24 heures, mais en 24 jours. Dans ce cas-là, on peut... Oui, en fait, on est en train de réaliser que tout ce que vous êtes en train de nous dire, ça annonce de beaux défis à relever pour l'humanité, et c'est peut-être ce qui va challenger cette humanité. Mais en même temps, il va falloir accompagner le changement, susciter de l'acceptabilité et puis la transformation. Je pense que c'est les politiques qui ont un peu cette charge qui leur incombe. On penserait presque indirectement, mais en réalité non, carrément directement, parce qu'en fait c'est vous qui, avec un programme, pouvez réenchanter le lien politique et réenchanter peut-être la dynamique des citoyens à accepter les changements, à montrer que peut-être il y a un horizon commun vers lequel on peut tendre, et puis peut-être, réenchanter le lien entre le citoyen et le politique. Vous avez là
j'ai presque envie de dire un boulevard, on est sur la mobilité, un boulevard de possible ou un champ de possible par rapport Une aux belle nouveaux piste enjeux. cyclable Oui, oui. d'opportunités. Oui, oui. Bon, d'abord, on n'y est pas encore au réenchantement. Je l'ai noté et je le note tous les jours dans l'actualité. En fait, ce mouvement que nous sommes en train de réaliser, c'est un mouvement qui est collectif. Les enjeux, c'est pas que des enjeux politiques. Il y a un enjeu quand même important dans ce que vous dites. Il faut accepter peut-être d'être livré, non pas en 24 heures, mais en 24 jours, si je reprends vos termes. C'est une question. C'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons, par exemple, continuer à promouvoir le fait que si vous avez besoin, c'est une publicité qui existe, si vous avez besoin d'un pot de confiture à la fraise, vous pouvez vous le faire livrer en une demi-heure. Est-ce que ça, c'est un modèle? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre notre intelligence collective, notre énergie, à réaliser cette promesse marketing qui, on peut bien se le dire, alors que nous avons perdu 70 000 hectares de forêt, dû quand même en grande partie à la question des dérèglements climatiques. Est-ce que ça, c'est un enjeu majeur? Est-ce qu'il faut qu'on y réponde? Le politique, en tout cas le politique que je suis, vous dit non. Il va falloir quand même, à un moment donné, se poser la question de la réalité de nos besoins. Et effectivement, qu'est-ce que nous sommes prêts à céder? Qu'est-ce que nous ne sommes pas prêts à céder? Il y a évidemment un enjeu majeur, et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein. Il y a un enjeu majeur. Paris, c'est quoi, entre 1 jour et 3 jours d'autonomie alimentaire. Grand maximum. Quand je dis 3 jours, vraiment grand maximum. Et donc il nous faut aujourd'hui, effectivement, reposer la question des livraisons, de la logistique, qui est une question majeure. C'est ce sur quoi nous avons d'ailleurs travaillé avec une nouvelle stratégie de logistique urbaine, mais qui est liée à Paris. Ce que vous posez, évidemment, le premier kilomètre, effectivement, est une question là aussi extrêmement importante. Mais je le dis parce qu'il y a aussi la question du choix. Et ça, c'est une question politique. C'est politique au sens pas partidaire, au sens collectif. C'est que les questions de nos déplacements, moi je suis contre le fait de dire, par exemple, que nous allons vers un accroissement systématique et une augmentation exponentielle de nos déplacements. Non, il y a une partie de nos déplacements qui sont des déplacements contraints, qui sont tout sauf enchantés, parce que les 2 heures de RER d'une partie de la population, franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien pouvoir s'en passer. Et ça, c'est aussi des questions que nous devons nous poser en termes d'organisation du territoire et en termes de choix politiques collectifs que nous allons avoir. Est-ce qu'il nous faut aujourd'hui aller vers l'amélioration de ces déplacements, ou plutôt se dire, eh bien, on peut se passer d'une partie de ces déplacements contraints, pas tous évidemment, mais on l'a vu notamment pendant la crise du Covid. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi inventer d'autres formes de travail pour les postes, bien sûr, qui s'y adaptent? C'est aussi ça, hein, ces questions de mobilité, ces questions aussi de transition. C'est des questions de grand choix, de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant le fait que se faire livrer son panier de fruits et sa confiture à la fraise en moins d'1 heure, ça, franchement, je pense que c'est un service dont on peut se passer. Surtout que c'est fait dans des conditions sociales qui sont inadmissibles. C'est bien les grands enjeux de la Smart City. Hein. On parle souvent de la ville intelligente, mais il y a aussi l'intelligence du citoyen, du consommateur, parce qu'il nous faut des citoyens éclairés, sinon bien la parole du politique n'est pas comprise ou mal entendue. Et d'un autre côté aussi, pour faire évoluer tout le monde académique et faire évoluer la façon dont on va penser le futur, c'est aussi avec la contribution des citoyens. Alors il nous reste 2-3 minutes et nous allons devoir conclure, parce que c'est vrai que le temps passe et passe vite quand on est en bonne compagnie. Juste un petit mot, une phrase courte, bref, qui résumerait votre état d'esprit aujourd'hui pour les enjeux parisiens de la mobilité. Et vous, je vous poserai également la même question. En tant qu'universitaire, une phrase qui... Alors, vous ne voulez pas du terme réenchanté, mais on a peut-être besoin quand même de se sentir dans un élan, un nouvel élan, avec la prise de conscience grave, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est une touche positive. Ce qui se passe en ville, ce qui se passe en ville ou ce qui se passe à Paris, c'est aussi une note d'espoir, malgré toutes les difficultés que nous avons. On voit bien que nous sommes en train de vivre sous nos yeux une sorte de révolution des mobilités et de révolution de la ville.
Bien sûr, ça ne s'adapte pas à tous les territoires, mais ce qui est en train de se passer avec l'usage de plus en plus massif du vélo, mais style, vraiment, la ville change. Elle change vraiment sous nos yeux. D'année en année, elle est en train de se transformer. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas seulement l'acceptabilité sociale, c'est le désir. Il y a un désir de changement dans les grands centres urbains et en particulier dans Paris. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler, parce que je ne serais pas élu. Et nous le constatons lorsque nous livrons des infrastructures. Les travaux, c'est dur, mais lorsque nous livrons ces nouvelles infrastructures, il y a des gens qui sont contre, mais la majorité sont favorables à ces transformations. Et surtout, l'indicateur premier, c'est que ce que nous livrons est utilisé. Un petit mot. Je parlais de transition, mais enfin, moi je rêve quelque part, on a figé quelque part en créant des infrastructures physiques, statiques, normées, on a figé la société ou la ville autour des autoroutes. Enfin, c'est une manière un peu exagérée de poser la question. Moi, j'aimerais bien, enfin, en tant qu'académique ou chercheur, moi j'ai mon côté ingénieur qui ressort, c'est est-ce qu'on n'est pas capable de faire quelque part, dans cette période de transition, d'avoir des infrastructures beaucoup moins statiques, beaucoup plus dynamiques dans leurs fonctions, dans leurs usages. Et donc, on a parlé tout à l'heure d'externalités négatives pour le transport, pas les infras de transport. Ce qu'on essaie de développer, c'est le côté positif de la chose, énergie positive, santé positive. On travaille sur le monitoring des territoires grâce aux infrastructures pour quelque part monitorer la biodiversité, etc. Donc, n'oublions pas que les infras aussi, c'est une source de développement, et leur développement aussi peut finalement est aussi vertueux dans cette période de transition. Écoutez, je vous remercie tous les deux. On aura quand même un peu répondu à la question. Dans quelle ville vous vivrez ou vous aimeriez vivre? On l'a compris. Une ville durable, une ville responsable et une ville désirable, finalement. Voilà, nous avons terminé sur le désir. Une très belle promesse d'avenir. Et effectivement, il va falloir repenser nos usages. Et puis, on est resté localement sur Paris. Moi, j'arrive de l'Université Côte d'Azur à Nice. Et c'est vrai qu'il y a toute la France aussi qui réfléchit en ces termes. Et puis, ça change beaucoup. On est très au fait de la Smart City. Et en plus, on parle beaucoup de la mobilité et des pistes cyclables sur le pays. Je parle de la ville de Nice, mais aussi sur le pays maralpin. Merci pour votre écoute, pour votre attention. Et merci à tous les deux pour votre participation à cette table ronde.